Bonsoir et bienvenue à bord de l'Universalis. Je vois que vous êtes partant pour une nouvelle chronique vidéoludique sur l'univers des assassins. Ça tombe sacrément bien, parce qu'il y a encore beaucoup à dire sur la licence des Encapuchonnés. En bien comme en mal d'ailleurs. Pour commencer, il faut savoir qu'Assassin's Creed 2, suite directe d'Assassin's Creed, au cas où ça aurait été trop subtil, est sorti le 19 novembre 2009. C'est-à-dire environ 2 ans après le jeu originel. Ce qui est à peu près la moyenne d'un open world moyen. Alors, je dois avouer qu'à la base, en apprenant que le jeu baserait son contexte sur l'Italie de la Renaissance, j'étais moyen à en jouer. Je connaissais pas particulièrement l'époque et elle ne m'attirait pas vraiment. Pourtant, j'ai beaucoup aimé. L'ambiance est réussie et on se retrouve même à ce niveau avec une version encore plus poussée du réalisme qu'avec Altaïr. Mais étudions plus avant le système, voulez-vous? Comme dans l'épisode précédent, nous allons contrôler successivement 2 personnages. Desmond Miles, un barman de notre temps enlevé par les Templiers, et le personnage principal que l'on incarnera au cours de cette aventure, j'ai nommé Ezio Auditore da Firenze. En haut à gauche, vous bénéficiez d'une jauge de santé, et non plus de synchronisation cette fois. À sa gauche, vous avez l'indicateur de notoriété. Tant que vous avez l'image de l'assassin à capuchon blanc, c'est cool, vous êtes incognito. Et oui, vous avez bien entendu, désormais vous avez une notoriété. Dans l'épisode précédent, Altaïr pouvait effectivement se faire repérer, mais ça ne prêtait pas vraiment à conséquence. Il lui suffisait de se cacher dans un tas de foin, et c'est bon, tout le monde oubliait son existence. Dans ce jeu-là, plus vous ferez d'actions criminelles, plus le contour du logo se remplira de rouge. Et une fois l'intégralité du bord remplie, le logo virera entièrement au rouge, affichant cette fois le sigle des assassins, indiquant que vous êtes connu, et donc que les gardes vous considéreront comme une menace sitôt qu'ils vous repéreront. D'autant que cette fois, les gardes disposent d'une double jauge de suspicion. D'abord ils sont intrigués, et ensuite ils peuvent devenir menaçants. Tout ça aurait pu être une très bonne idée, voire même excellente, si cette notoriété n'était pas complètement aléatoire. Bah oui, parfois tuer un ennemi devant témoin ne touche pas à la jauge de notoriété, mais éliminer un garde sur un toit sans aucun témoin, ça par contre c'est l'horreur. Ce qui est d'autant plus frustrant à cause des archers sur les toits. Oui, ils sont toujours là. J'ai même l'impression qu'ils sont 10 fois plus nombreux que dans l'épisode précédent. Et sitôt que vous serez entreaperçu par un archer, même si vous êtes le mec le plus anonyme de tous les temps, vous serez considéré comme l'ennemi public à abattre sur le champ. Sauf que c'est par accord. Quand vous vous baladez dans la ville, au début du jeu, on entend très clairement un héros gueuler que le parcours, c'est pas cool. C'est pas illégal, mais c'est un jeu dangereux qui peut avoir des conséquences funestes. Ok, mais de là à ce que les archers postés sur les toits vous harcèlent de flèches, putain, vous imaginez la situation aujourd'hui? Hé petit, t'as traversé en dehors des passages cloutés. Je vais te buter pour t'apprendre à pas jouer avec ta vie. Ah, vu comme ça explique presque le comportement des flics américains. De la même manière, vous aurez de temps à autre des zones rouges. En gros, ce sont des lieux où la surveillance est absolue et où les gardes vous soupçonneront sitôt qu'ils vous apercevront, même si vous êtes totalement incognito. Ce qui est logique, même si parfois vous allez vous retrouver dans une zone qui est blindée de civils, et vous serez le seul qui n'a pas le droit de se trouver dans le coin. Alors effectivement, ce point est critiquable, à condition évidemment de ne pas faire attention à Ezio lui-même. Car effectivement, la première chose qu'on peut se dire quand on voit Ezio, c'est... Putain, c'est quoi cette tenue? Si vous vous souvenez bien, Altaïr avait une tenue très sobre, très classe, qui était là pour le protéger ainsi que marquer son affiliation. Mais quand j'ai vu la tenue d'Ezio pour la première fois, ma première pensée a été... Comment tu fais pour avancer avec tout ça sur le dos? Bon, ok, ça colle parfaitement avec la mode vestimentaire italienne de l'époque. Mais quand même, admettez que c'est pas pratique pour un sou. Déjà qu'escalader un mur c'est pas donné à tout le monde, mais avec une tenue pareille... Surtout que niveau discrétion, c'est loin d'être efficace. Même les gens qu'Ezio croise ont tendance à se moquer de lui et à trouver sa tenue excentrique. D'autant que, certes, la tenue est super belle et correspond à la mode. Mais enfin, si j'étais un assassin, je pense que je préférerais une tenue moins belle mais plus passe-partout. Non parce que là, Ezio, on le repère à 10 km, arrêtez de déconner un peu. Pour en finir avec la notoriété, Ezio peut la faire diminuer de plusieurs manières possibles. La première étant d'arracher les affiches le décrivant. D'ailleurs, pour ces affiches, je comprends qu'il soit nécessaire de les mettre en hauteur, histoire que les gens puissent bien les voir. Mais enfin, faudrait peut-être ne pas les mettre à un endroit où absolument personne n'a accès. Il est très rare de trouver des affiches qui soient mises au niveau du sol. Ezio peut également soudoyer les crieurs publics, ou encore éliminer les hommes ayant porté de fausses accusations à son encontre. Alors, j'aurais pu accepter ce système. Logique de jeu vidéo, mais logique quand même. Par contre, j'ai du mal à voir comment le meurtre d'un mec peut faire baisser ta notoriété. Surtout si tu le butes en pleine rue, devant témoin, et que le mec a déjà fait sa déposition en fait. En bas à gauche, nous avons l'indicateur de l'arme sélectionnée. Avant, toutes les armes étaient accessibles via la croix directionnelle. C'était rapide, simple, pas de problème. Sauf qu'il y a eu quelques modifications entre temps. La première, et non des moindres, est que la régénération spontanée n'existe plus. Ce qui pour moi est une bonne chose. Du coup, pour vous soigner, vous devrez recourir à des médecins ou à des médicaments. Médicaments qui seront perpétuellement assignés à la touche gauche de la croix directionnelle, la touche du haut activant la lame secrète, celle de droite l'épée et celle du bas les poings.
Au passage, vous pouvez désormais parer pratiquement n'importe quelle attaque, quelle que soit votre arme, Ezio étant apte à se saisir de l'arme d'un ennemi s'il est à main nue, ou à se servir de la plaque de la lame secrète pour dévier les coups. En revanche, votre lame secrète ne vous permettra pas de contrer une attaque à main nue. Là j'avoue, je suis pas sûr de piger pourquoi. En revanche, Ezio se baladera avec 2 lames secrètes, lui permettant ainsi de se débarrasser de 2 adversaires à la fois. Mais ce n'est pas tout! Ezio bénéficie de davantage d'armes. Des pièces à lancer, des fumigènes, une lame empoisonnée, un pistolet à un coup. Sauf que du coup, pour accéder à toutes ces armes, Ezio aura une roue d'inventaire, qui figera l'action pour vous permettre de sélectionner une nouvelle arme. À droite du symbole de l'arme, nous avons la quantité d'argent en poche. Car oui, désormais nous ne sommes plus contraints au vœu de pauvreté. Nous sommes désormais libres d'acquérir tout l'argent qui nous plaira. En effet, vous pouvez désormais récolter de l'argent sur les cadavres de vos ennemis, en faisant les poches des passants, en fouillant dans les coffres, ou tout simplement en réussissant une mission principale. Attendez, what? Cet argent, vous allez pouvoir le dépenser dans 5 endroits différents. Le forgeron, qui vous permettra de réparer votre équipement, car oui, votre armure peut s'endommager. Ce qui est plutôt bien géré, et une fois détruite, votre jauge de santé en pâtira. Mais aussi de vous acheter de nouvelles armes et armures, ainsi que des munitions comme des couteaux de jet, des fumigènes ou des balles. Le tisserand vous permettra d'acquérir des ceintures plus larges, afin de pouvoir transporter davantage de munitions en tout genre, et de modifier les couleurs de votre tunique. Le médecin vous garantira des soins, des médicaments, du poison... Venez goûter mes poisons! Et le marchand d'art vous permettra d'acquérir des tableaux de maître et des cartes au trésor. Bon, perso, si j'avais une carte au trésor, je la vendrais pas. Ou alors pas aussi peu cher. Mais bon. Et là vous allez me demander, à quoi ils vont te servir les tableaux? Eh bien ils serviront à augmenter la valeur du dernier lieu de dépense possible, Monteligioni. Monteligioni est en quelque sorte le hub central du jeu. Il s'agit d'une ville relativement pauvre, QG des assassins, dans laquelle vous pourrez résoudre différentes énigmes, telles que la réunification des pages du codex, les sceaux d'assassins, les statuettes divines, etc. Mais aussi vous y trouverez un architecte qui vous permettra de rénover différentes parties de la ville, la rendant ainsi de plus en plus belle et accueillant de plus en plus de monde. Et à quoi ça sert tout ça? Eh bien à rapporter du fric. Plus vous rénoverez d'endroits, plus Monteligioni encaissera de richesses et vous versera régulièrement un petit pécule. Cependant, passé un certain temps, vous devrez revenir à la villa afin de récolter le contenu du coffre qui est alors plein. Alors que vos poches sont un trou noir sans fond. Ouais. En bas à droite, nous avons le GPS, comme dans l'épisode précédent, même si je le trouve plus précis. Et cette fois-ci, c'est la minimap, ou plus précisément sa bordure, qui vous indiquera où en est le niveau de menace actuel. Blanc, tout va bien, vous êtes anonyme. Rouge, c'est la guerre. Jaune, on vous a perdu de vue. Bleu, vous êtes caché alors que les gardes vous cherchent. Et vert, vous êtes caché alors que plus personne ne vous cherche. Un autre élément changé depuis le dernier épisode, c'est l'usage des jambes. Comme dans le précédent opus, Assassin's Creed se sert des touches comme d'un système de mannequin, pour manipuler la tête, la main libre, la main armée et les jambes. En gros, la tête pour la vision d'aigle, la main libre pour écarter, la main armée pour se battre et les jambes pour la course libre. Et on distinguait tout ça entre le mode passif, pacifique, et le mode actif, agressif. Sauf que dans l'épisode précédent, quand Altaïr se servait de ses jambes en mode passif, cela lui permettait de prendre l'allure d'un érudit, afin de moins attirer l'attention. Sauf que les érudits ayant disparu, et Ezio n'ayant clairement pas l'air d'un moine, cette option n'est plus disponible, et elle a été remplacée par la marche rapide. En gros, vous marchez, mais plus vite. Autre aptitude toute nouvelle, Ezio est un pickpocket. Il apprend à faire les poches au cours du jeu, ce qui lui permet de dérober quelques florins aux personnes qui l'heurtent. Si cette idée est très bonne en soi, elle apporte malheureusement son lot de critiques. Déjà, chaque fois que vous ferez les poches d'une personne, votre notoriété augmentera automatiquement. Pas cool quand on a au contraire besoin d'être discret. Parce que oui, si vous vous adonnez au vol à la tire sous le nez des gardes, ceux-ci vous tomberont aussi secs sur l'orable. Mais bon, vu l'allure d'Ezio, le fait qu'il bouscule à demi les passants dans son vol, j'aurais pu l'accepter. Le problème, c'est que le pickpocket s'active automatiquement à chaque fois que vous vous servez de la marche rapide. Ce qui vous oblige à ralentir le rythme lorsque vous arrivez à portée d'un PNJ, pour l'écarter de votre chemin sous peine de lui faire automatiquement les poches, et donc d'attirer l'attention sur vous. Au passage, la vision d'aigle, elle, est toujours présente, et elle a même été grandement améliorée, puisque vous pouvez désormais y recourir n'importe quand et la conserver une fois en mouvement. Ça nuira à votre vision habituelle, mais ça vous permettra de repérer plus aisément certains objets et karma. Vous gagnerez aussi à certains moments clés du scénario des caps spécifiques, rendant les gardes d'une ville moins agressifs que d'ordinaire. Hein? Vous pensez que grâce à elle, les gardes vont vous foutre la paix quand vous marcherez sur les toits? Perdu! En fait, ces caps empêchent juste votre notoriété de monter. Alors, pour le coup, j'aurais préféré que ce soit l'inverse. Que la notoriété puisse quand même monter, mais que les gardes soient justement plus coulants avec moi. Bon, après, Ezio a aussi des avantages. Non seulement il est désormais capable de nager, ce qui est particulièrement utile une fois à Venise, mais en plus il est beaucoup plus rapide qu'Altaïr lorsqu'il s'agit d'escalader. Il se bat tout aussi bien et bénéficie notamment de la capacité de tuer un ennemi par derrière. Enfin, une technique de combat fourbe digne de ce nom!
Et au fil de l'aventure, il gagnera quelques mouvements d'exécution discrètes qui manquaient dans le premier épisode. Assassiner depuis une botte de foin, depuis une position surélevée ou en contrebas, tout ça, c'est très bien. Le tout, grâce au grand Leonardo da Vinci. Oui, je déconne pas. Léo est présent, et même s'il reste en dehors du conflit entre assassins et templiers, il ne va pas pour autant rester inactif, puisqu'il décodera la plupart des pages du codex laissées par Altaïr. Oui, les pages du codex, j'y reviens. On en arrive donc aux collectibles. Comme je vous le disais tout à l'heure, un certain nombre d'objets sont récupérables à travers le jeu. Le premier et le plus important, il s'agit des pages du codex, un ancien recueil écrit par Altaïr himself et contenant nombre de plans d'inventions ingénieuses qui, une fois déchiffrés par Leonardo, augmenteront votre santé maximale. Viennent ensuite les sceaux d'assassin, qui une fois réunis vous permettront d'accéder à l'armure ultime qui a été conçue par Altaïr grâce à l'orbe d'Éden. On a également les glyphes, un ensemble de vidéos cryptées dissimulées dans le code de l'Animus. Et les plumes. Alors les plumes, il faudra en retrouver 100, sauf que contrairement au reste, elles ne seront pas indiquées sur la carte. Et j'ai pas envie. Déjà parce que me casser le cul à retrouver une centaine de plumes, ça me tente moyen, mais en plus, la récompense est juste la cape des Auditore, qui vous rend connu en permanence. Vous êtes au courant que là, on a strictement aucun putain d'intérêt à réunir toutes ces plumes. Après, on pourrait critiquer le fait qu'étrangement, Ezio parvient en un seul jeu à retrouver toutes les pages du codex, tous les tombeaux d'assassins, etc., etc. Sauf que le jeu a justement l'intelligence d'étaler l'aventure sur 23 ans, ce qui rend le tout plus logique. Mis à part ces nouveautés, on reste plus ou moins dans le même style de jeu. Vous déambulez dans plusieurs villes, Firenze, Venice, Forlì et Montelegione, où vous êtes libre d'explorer les sols comme les toits. Enfin, quand je dis vous balader sur les toits, disons que, passé un certain temps, quand vous vous serez rendu compte que le couteau de lancer, la seule arme permettant de tuer rapidement sans augmenter la notoriété, n'est plus capable de buter en un coup, et que vous êtes donc obligé de recourir au pistolet, qui lui aussi fait grimper la jauge de suspicion à chaque usage, bah à force vous finissez par rester à terre. C'est plus chiant, mais au moins les gardes me foutent la paix. A l'inverse, petite amélioration, vous vous souvenez des malades mentaux et des mendiantes de l'épisode précédent? Ils ne sont plus là. Ils ont été remplacés par des ménestrels, qui auront eux aussi une fâcheuse tendance à ignorer le reste du monde pour se concentrer sur vous. Ce qui là est cohérent. En effet, les ménestrels reconnaissent spécifiquement Ezio et tentent d'attirer son attention pour montrer qu'ils le connaissent et chantent de belles balades sur son compte. Ce qui là encore est probablement dû au fait que la tenue d'Ezio est pas discrète pour un sou. Sauf qu'Ezio appréciant la tranquillité, il est capable de lancer une poignée de pièces sur le sol, ce qui attirera l'attention de toutes les personnes vous entourant pour se jeter sur les 10 florins que vous venez de balancer. Ça me fait marrer d'ailleurs de voir que les ménestrels laissent tomber leur instrument au sol pour choper même pas le 10e du prix que doit leur coûter une guitare de ce genre. Mais bon, c'était une bonne idée, elle était la bienvenue, car elle permet également de faire diversion pour les gardes. Enfin, pas tous. Disons que ceux qui ont pour tâche de surveiller les pages du codex ne remueront pas un orteil, à moins qu'un groupe de factions ne vienne les titiller. Car oui, Ezio a la possibilité de regrouper des factions, afin de lui simplifier la tâche, que ce soit des courtisanes pour le dissimuler et draguer les gardes, des voleurs pour les attirer au loin ou des mercenaires pour les affronter. Très utile. J'aurais cependant une critique à faire au niveau des courtisanes, puisqu'une fois recrutées, celles-ci vous accompagneront et vous encercleront, histoire de vous rendre invisible. C'est cool, et c'est logique. Et c'est logique parce que la plupart des mecs hétérosexuels ne verront que des jolis décolletés, et pas le mec qui se cache derrière. Si, on a fait l'expérience avec des potes, croyez-moi sur parole, ça marche super bien. Par contre, si jamais vous avez le malheur de croiser des gardes, vos courtisanes vous abandonneront 2 par 2 pour les divertir. Même si vous ne leur avez rien demandé. En gros, les gardes vous piquent les putes que vous avez déjà payées, mais ignoreront délibérément celles qui ne sont pas recrutées. Ce qui est beaucoup moins cool. Et pas du tout crédible. Si encore on aurait pu dire, non mais justement, ils voient qu'elles ont déjà été payées, donc ils en profitent. Bah non! Je suis censé être invisible grâce aux courtisanes. Donc rien ne laisse penser qu'elles ont déjà été payées. Et ensuite, je veux bien qu'on nous laisse entendre qu'il faut pas avoir de scrupules à buter les gardes, mais de là à se dire que ce sont tous des connards égoïstes et cupides, c'est comme de dire que tous les flics de France sont des pourris, ou que tous les musulmans sont des islamistes. C'est juste un amalgame absolument dégueulasse. Car au passage, vous pouvez également vous cacher dans la foule et devenir pratiquement invisible. Oui, j'avais oublié de le préciser. Il est aussi désormais possible d'accéder à des caravanes qui sont plus ou moins des systèmes de téléportation, ce qui nous épargne les longues sessions de balade forcée de l'épisode précédent. J'adore. Quelques bugs de collision dans le système d'escalade sont toujours à voir, mais comme je l'ai dit, Ezio est plus rapide qu'Altaïr à ce niveau, ce qui rend le tout un peu moins frustrant. Un peu. Cependant, vous aurez toujours affaire à ces foutus murs invisibles que vous ne pouvez traverser parce que dans la séquence mémoire où vous vous trouvez, Ezio n'a jamais foutu les pieds dans le dit quartier. Ils sont même encore plus frustrants que dans le premier épisode, puisque là où Altaïr faisait juste face à un mur lui interdisant tout accès, Ezio peut les franchir. Pour se prendre sur le pif, un message l'informant qu'il sera désynchronisé s'il reste trop longtemps hors limite. Messieurs les développeurs,
Non! Si nous devions suivre à la lettre les déplacements d'un ancêtre, Assassin's Creed n'aurait aucun intérêt en termes de jeu. Les séquences dans le passé seraient juste une cinématique. Si vous voulez vous vanter d'un jeu qui offre une liberté de mouvement, laissez-nous nous déplacer. Après, vous êtes libre d'interdire certains accès, je ne sais pas, parce qu'un pont au-dessus d'Aravin a été détruit, parce qu'on ne connaissait pas l'existence de cette ville, mais arrêtez de nous foutre vos putains de murs invisibles! C'est pas de couilles à la fin! Surtout quand rien n'indique leur présence sur la carte! Carte qui, comme dans le premier opus, est révélée avec des points de synchronisation, des tours que vous devrez escalader afin d'observer le vaste monde. Certains viendront critiquer le fait que dévoiler la carte de cette manière fait apparaître tous les objets à récolter, et que ça renforce l'impression de facilité du jeu. Bon, pour ma part, je suis pas tout à fait d'accord. Après, rien n'empêche un développeur d'inclure un niveau de difficulté dans la recherche, allant du niveau de noob, où tout s'affiche avec les points de synchronisation, à celui d'expert, où les tours ne feront que révéler la carte et où vous devrez chercher les artefacts par vous-même. Comme ça, tout le monde est content. Ah, autre petit détail bien pensé, les gardes. Évidemment, je ne parle pas des gardes en hauteur qui sont beaucoup plus chiants. Vous en aurez cette fois de plusieurs sortes. Les gardes agiles qui pourront comme vous escalader les toits, bien que vous aurez moins de difficultés à les semer, et les autres qui devront rester au sol. Parmi ceux-ci, vous aurez des gardes normaux, donc polyvalents, et des gardes lourds, dont les attaques seront imparables et que vous devrez impérativement esquiver. Un autre élément très appréciable est l'apparition de la base de données, qui vous apportera des précisions sur certaines personnalités et monuments de l'époque. Si vous êtes un minimum curieux, je pense que ça vous intéressera. En tout cas, moi qui ne voyais aucun intérêt à me balader dans l'Italie de la Renaissance, ça m'a beaucoup intéressé. Et il a également le mérite de vous offrir de sympathiques vidéos de présentation pour chacune de vos cibles, en vous expliquant leurs origines et leur psychologie. Pendant, vous aurez probablement un avis assez tranché sur l'utilisation abusive de citations en langue italienne. Va bene. Tu es le fils de Giovanni? Non, idiota. On est juste tombé sur son sosie par hasard. Les personnages sont traduits vocalement, à l'exception de quelques mots et expressions qui restent en italien, ce que Rebecca tentera de faire passer pour un bug de traduction. Sauf que Desmond revit les souvenirs de son ancêtre. S'il se souvient de ce qu'il a vécu, il se souvient de sa langue, et donc il n'a pas besoin d'une traduction. Et si on regarde l'histoire du point de vue de l'équipe, l'animus devrait avoir du mal à traduire des mots compliqués ou déformés, pas des expressions courantes. Bon après, je comprends que la machine ne traduise pas les insultes. D'une part parce que les insultes italiennes sont classe. Hey, lurido porco! Ce pezzo di merda. Hey! Et ça reste logique. Une machine va d'abord posséder un dictionnaire de la langue pour ses traductions, mais les jurons n'en font pas nécessairement partie. Bon, pour ce qui est des noms italiens, en revanche, je suis plutôt pour. Je trouve plus classe d'entendre les personnages se faire appeler Lorenzo di Medici ou Leonardo da Vinci que Laurent de Médicis ou Léonard de Vinci. Ça reste des noms d'origine, on les modifie pas. Et c'est pas les Provéos qui vont me contredire là-dessus. Pour ce qui est du jeu en lui-même, il a le mérite d'être beaucoup moins répétitif que son prédécesseur. Il nous offre un scénario plus vaste et beaucoup plus d'éléments pour parcourir l'Italie de la Renaissance. Pour ce qui est des missions, ça va pour la plupart, mais l'inconvénient est que certaines vous demanderont une discrétion absolue. Sauf que, vous l'avez très certainement compris, Ezio est à peine plus discret qu'Altaïr. S'il n'y a aucune foule ni aucun bâtiment à escalader dans la zone, vous n'avez plus qu'à prier pour que votre cible ne se retourne pas. Alors, je vous laisse imaginer à quel point le jeu peut devenir frustrant lorsqu'il vous impose des séquences où le moindre passage dans le champ de vision d'un garde peut vous valoir un game over, vous obligeant ainsi à tracer pour atteindre l'objectif avant que l'alarme ne se déclenche. Mais heureusement, de telles missions sont rares. En revanche, on souffre toujours d'un gros manque de liberté d'action. Ouais, je vais peut-être amener quelques précisions. Il existe une différence entre la liberté de mouvement et la liberté d'action. En gros, si un jeu vous promet une liberté de mouvement, ça signifie que vous pourrez vous déplacer pratiquement où bon vous semblera sur la map. La liberté d'action, en revanche, signifie que vous pourrez agir comme bon vous semble, et non vous plier à une seule et unique méthode. Et là, ça nécessite beaucoup plus de travail pour les développeurs. Prévoir un grand nombre de chemins d'accès pour le joueur, lui permettre d'accomplir une mission comme bon lui semble, que ce soit par la baston, l'infiltration ou les négociations, ce genre de choses. Pas dans Assassin's Creed 2. Ici, chaque mission se règle d'une seule et unique manière, celle qu'a décidé Ubisoft. La preuve en étant que vous pouvez parfaitement vous déplacer en la furtivité la plus totale pour atteindre un boss. Si jamais le jeu a décidé qu'il devait vous repérer, il vous repérera. Même si vous n'avez fait absolument aucun bruit et que vous auriez largement pu l'éliminer discrètement. Et bien entendu, j'oublie l'élément le plus désagréable, le système du boss increvable. Systématiquement, chaque fois que vous devrez engager un combat avec votre cible, ce qui là encore arrive beaucoup trop souvent à mon goût, vous aurez la désagréable surprise de vous rendre compte que le boss en question est à la fois plus redoutable, plus coriace et plus efficace que l'intégralité de ses gardes réunis. Je vous laisse un aperçu d'un combat contre un personnage censé être non seulement un gros lard, mais aussi un vieux gros lard, d'au moins 60 balais.
Ah, c'est fun, hein? Je veux bien qu'une cible à abattre soit coriace, mais faut tout de même un minimum de logique pour le coup. Au-delà de ça, bah le jeu est plutôt bon en fait. Même s'il souffre de quelques bugs par-ci par-là, rien de bien grave, je vous rassure. Bon, sauf quand vous tombez sur des événements chronométrés. Je vous laisse imaginer quand ça vous arrive, que vous devez à la fois lutter contre la montre, et contre les bugs de caméra et d'escalade. D'autre part, il y a aussi quelques problèmes de son lors des cinématiques, liés à une espèce de petit manque de passion dans l'animation, et des oublis sonores assez cradingues. On a parfois l'impression de regarder un film avec de mauvais acteurs. Limite on entendrait le caméraman gueuler action, et c'est encore pire avec les scènes de combat. Ah, ce petit jeu ne m'amuse plus. Achevez-le et n'épargnez pas les femmes. Mais c'est de la sorcellerie. De la sorcellerie? Non! Allez, montre-toi. Comme tu voudras. Le problème avec Assassin's Creed 2, c'est qu'il a toujours le cul entre deux chaises. On est toujours davantage dans un jeu d'action-aventure que dans de l'aventure-infiltration. D'où ça vient? Eh ben, probablement des origines, puisqu'à la base, Assassin's Creed était prévu pour être un spin-off de la licence Prince of Persia, et plus précisément de la saga des Sables du Temps. Je vais m'en occuper aussi de celle-là, vous inquiétez pas. Le souci, c'est que Prince of Persia, c'est de l'action-aventure. Sauf que le scénario s'est étoffé au fur et à mesure du développement, pour au final être complètement désolidarisé de l'histoire de la Perse. Après, je peux comprendre les développeurs dans le sens où tout le truc a été changé, t'as pas forcément envie de reprendre tout le gameplay depuis le début. Donc je peux leur pardonner le manque de capacité d'infiltration pour le premier jeu. Mais avec la suite... Merde quoi, vous auriez pu faire un effort quand même. Bon après ils ont rajouté 2-3 trucs pour faire mieux, ce qui est déjà un sacré progrès depuis le 1, on va pas se mentir. Mais on reste quand même avec quelqu'un de relativement pas discret quoi. Bon allez, c'est fini pour le gameplay. Je vais maintenant vous laisser, si vous êtes intéressé par l'analyse du scénario, vous pouvez suivre le lien dans la description. Et vous connaissez la suite, hein, abonnez, partagez, pouce bleu, nanana, voilà. Et si jamais vous n'avez pas envie de vous faire spoiler, vous pouvez toujours regarder une autre vidéo de la chaîne, ça me fera toujours plaisir. Allez, bonne soirée, et à bientôt à bord de l'Universalis. Ciao!